Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Paco Rupin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la fondation Le Refuge. Première question pour commencer, qu'est-ce que c'est le Refuge ? Alors le Refuge, c'est une fondation qui accueille des jeunes LGBT+, en situation de grande précarité pour leur proposer un hébergement, un accompagnement social. Donc, ce sont souvent des jeunes LGBT+, qui sont en rupture familiale, c'est-à-dire qu'ils sont victimes de LGBT-phobie au sein de leur propre famille ou de leur environnement direct. Et donc, ils se retrouvent sans domicile. Et donc, nous les hébergeons, nous les aidons à retrouver un logement et un travail ou une formation. Justement, vous en avez parlé, la LGBT-phobie, qu'est-ce que c'est ? La LGBT-phobie, ce sont tous les actes discriminants vis-à-vis des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des personnes transgenres. Et donc, en gros, toutes les personnes qui font partie donc, de cette catégorie qu'on appelle LGBT+, et qui, d'une certaine manière, ne sont pas dans une orientation sexuelle et une identité de genre qui est différente de l'hétérosexuel cisgenre. Le 7 janvier dernier, le jeune Lucas, âgé de seulement 13 ans, se suicidait après avoir été harcelé par d'autres élèves du collège dans lequel il étudiait. Ce drame est loin d'être un cas isolé. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'assez de choses sont faites pour lutter contre les harcèlements LGBT-phobes à l'école ? Non, je crois qu'il n'y a pas assez de choses qui sont faites. Alors nous, on met en place au sein de la Fondation des interventions au milieu scolaire pour sensibiliser les adolescents sur les sujets de LGBT-phobie. Simplement, le harcèlement dans l'école, mais aussi sur les réseaux sociaux, a pris une ampleur de plus en plus grande, notamment sur les réseaux sociaux. C'est un peu la plaie de notre temps, parce qu'avant, il pouvait y avoir du harcèlement, en effet, à l'école, et c'était déjà évidemment grave. Mais là, il peut continuer cet harcèlement en ligne, et avec d'autres difficultés d'ailleurs. C'est-à-dire que cet harcèlement-là, il peut être public, et donc il peut être extrêmement violent et vécu de manière très, très douloureuse de la part de la victime. Et plus on est jeune, plus on est, quand on est enfant ou adolescent, plus évidemment, cette violence, si on n'y est pas préparé, si on n'y est pas un minimum, en tout cas, en possibilité de savoir ce qu'il faut faire dans ce cas-là, eh bien, on peut le garder pour soi. Et donc, ça peut amener à ce qui s'est passé pour le jeune Lucas, malheureusement, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait une tentative de suicide ou un suicide. Donc, c'est évidemment extrêmement grave, préoccupant. Le cas de Lucas est loin d'être isolé, même s'il y a beaucoup d'adolescents qui ne vont pas jusqu'à se suicider. Eh bien, il y en a beaucoup qui vivent extrêmement mal le fait qu'ils soient harcelés pour leur orientation sexuelle ou pour leur identité de genre. Voilà. Et je crois que ce qui doit être aujourd'hui davantage fait, c'est justement évidemment lutter contre les comportements de harcèlement, mais aussi beaucoup mieux accompagner et expliquer quand on est victime de harcèlement qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être écouté, pour que cette violence soit prise en compte, pour qu'on puisse y répondre, et en tout cas qu'on fasse tout pour protéger la personne qui est victime de harcèlement. Est-ce qu'aujourd'hui, le Refuge travaille avec l'Éducation nationale pour mettre en place ces solutions pour ce grave problème ? Oui, comme je vous ai dit, on a aujourd'hui des équipes de bénévoles qui sont formées par la Fondation Le Refuge à intervenir en milieu scolaire, donc pour sensibiliser les adolescents sur les discriminations LGBT-phobes, et puis plus largement aussi sur ce que c'est qu'une personne LGBT. C'est essentiel, la sensibilisation ? C'est essentiel. D'ailleurs, la sensibilisation, d'une certaine manière, ça fait des années que beaucoup de personnes ont pris ce rôle avec différentes manières. Mais si vous voulez, tous les acteurs, tous les sportifs, toutes les personnes qui se déclarent LGBT, par exemple, aident à sensibiliser au fait que les personnes LGBT+, sont des personnes qui ont leur place, leur entière place dans la société. Et donc tout ça, ça fait reculer
les comportements LGBT-phobes. Donc oui, plus on sensibilise, plus en fait on combat l'ignorance aussi, parce que la haine vient souvent de l'ignorance, c'est-à-dire le fait de ne pas connaître, de ne pas avoir par exemple rencontré et donc voilà, les personnes qui sont LGBT-phobes sont souvent des personnes remplies de préjugés, mais ces préjugés, on peut aussi faire en sorte de les déconstruire. Et donc, une personne qui soit LGBT-phobe, elle n'est pas forcée de l'être toute sa vie. Donc, c'est par la sensibilisation, par l'information, par le fait qu'elle puisse être en capacité d'ouvrir son esprit, qu'elle va accepter le fait qu'il y ait des personnes LGBT autour d'elle et arrêter des comportements LGBT-phobes. Donc, évidemment que la sensibilisation, la formation, c'est tout à fait essentiel pour faire avancer cette cause. Le terme de harcèlement est souvent associé aujourd'hui au cyberharcèlement, vous en avez parlé. J'ai vécu un enfer psychologique et physique, sauvez-vous tant qu'il est encore temps. C'est avec ces mots que la chanteuse Oshi annonçait son cyberharcèlement à caractère homophobe et misogyne. Est-ce que selon vous, il y a des moyens concrets de lutter contre ce cyberharcèlement aujourd'hui ? Si vous voulez, le problème aujourd'hui, c'est que je crois que le législateur a beaucoup de mal à faire des lois contraignantes pour les plateformes en ligne, qui sont souvent des plateformes américaines, donc qui répondent assez peu aux obligations légales des pays européens. Et puis, après, il faut aller poursuivre un par un, avec des millions de commentaires misogynes, LGBT-phobes, racistes, antisémites. Il faut aller poursuivre un par un, parfois des comptes qui sont anonymes, qu'on ne peut pas remonter. Donc, si vous voulez, c'est un travail qui est tellement gigantesque que évidemment, il faut agir là-dessus, il faut plus de modération, il faut que la loi soit respectée, il faut qu'il y ait plus de règles, ça c'est sûr. Mais je crois qu'il faut aussi, et ça c'est aussi par l'éducation qu'on peut le faire, arriver à ce que chacun, et dès le plus jeune âge, on puisse se protéger de la violence des réseaux sociaux. Et ça passe certainement par interroger comment est-ce que chacun en a un rapport avec les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux peuvent être très positifs, c'est un peu comme tout sur Internet, c'est-à-dire que ça peut être l'occasion de rencontrer quelqu'un, de discuter avec ses amis, etc. Donc, il y a une dimension évidemment positive, mais il faut absolument que chacun, on ait conscience qu'il faut aussi savoir s'en protéger. Voilà. Et ça demande peut-être à ce qu'on travaille aussi là-dessus. Est-ce que ce n'est pas trop dur de légiférer ou en tout cas de protéger les jeunes de ces plateformes, des réseaux sociaux qui sont pour la plupart d'origine étrangère, américaine ou chinoise ? Oui, c'est ce que je viens de dire, oui, c'est très dur, oui, tout à fait. C'est très très dur parce que déjà, il y a un volume, si vous voulez, de commentaires discriminants qui est tellement grand qu'on ne peut pas, en termes de moyens, poursuivre tout le monde. Par contre, les moyens doivent être mis aujourd'hui par ces plateformes en termes de modération. C'est-à-dire que même si on ne peut pas poursuivre tout le monde, il faut absolument que la plateforme puisse très vite supprimer un commentaire discriminant, puisse très vite supprimer un compte où on voit qu'il y a des commentaires qui sont discriminants. Et c'est surtout cette efficience-là, aujourd'hui, qu'il faut viser pour éviter que les personnes qui se sentent, les personnes qui sont victimes de LGBT-phobie, au moins les contenus qui les harcèlent soient supprimés le plus rapidement possible. Est-ce que ces plateformes ont réellement la volonté de lutter contre ce type de contenu ? Je ne crois pas vraiment, puisque ce sont évidemment des moyens humains et informatiques à mettre en plus. C'est un coût pour eux et le sentiment que j'ai, c'est que ces sujets-là n'ont pas été véritablement pris à bras-le-corps par ces entreprises. Avec en plus, si vous voulez, une philosophie américaine qui est différente de la philosophie européenne, c'est-à-dire que aux États-Unis, la liberté d'expression est beaucoup plus large sur les propos discriminants. Nous, on a une liberté d'expression, évidemment, mais elle est encadrée par la loi sur tous les propos qui sont d'une incitation à la haine raciale, LGBT-phobe, antisémite, etc. Vous avez parlé de poursuites tout à l'heure. Est-ce que les poursuites pour LGBT-phobie sont réellement suivies par les pouvoirs publics, par la justice ? Pas toujours. Et il y a encore du travail à faire pour que les plaintes soient prises, qu'elles soient suivies des faits.
Mais moi, je peux témoigner que oui, il y en a qui sont prises et ça peut aller au bout. Donc, en tout cas, la loi est très claire. Tout propos LGBT-phobe est sanctionné par le droit. Et ceux qui se permettent de les tenir devraient savoir qu'ils se mettent hors la loi quand ils les tiennent. Ce n'est pas une opinion d'être LGBT-phobe, c'est un délit. Est-ce que vous pensez que la justice manque de moyens pour suivre ce genre de plainte ? Et c'est sûr qu'il faut mettre plus de moyens sur ce sujet, oui, c'est sûr. Et est-ce que le refuge participe à cette mise en avant, à cette communication avec les forces de l'ordre pour prendre ces plaintes ? Alors, il y a une association qui fait ce travail-là, qui s'appelle FLAG, qui est une association qui, justement, sensibilise les forces de police à ce que les plaintes puissent être davantage prises, à la manière dont elles sont prises. Donc, ce travail-là est fait, en effet, par une association qui a pour principale mission celle-ci. Merci Pacôme Rupin d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Fondation Le Refuge. Merci à l'ISCPA d'avoir rendu cet enregistrement possible. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site ou notre application Radio Sensation.